Vus du ciel, les pitons volcaniques de la Réunion dominent de leur masse noire et mystérieuse tout l'ouest de l'océan Indien. Le plus haut d'entre eux, le Piton des Neiges, s'élève à plus de 3000 mètres d'altitude. C'est lui qui a façonné les contours acérés de l'île de la Réunion, avec son frère, le Piton de la Fournaise. En longeant la côte sous le vent, s'ouvre le territoire du Sud sauvage. La mer y est ici une affaire de connaisseurs, égard à ceux qui ne la respectent pas. À Saint-Philippe, les vagues tumultueuses qui balaient le petit port en basalte veillent sur la mémoire du Warren Hastings, un géant de métal venu se fracasser à la fin du 19e siècle sur les roches volcaniques de l'île. Laurent Ouareau est historien pour la confrérie des gens de la mer. Depuis plus de 15 ans, il parcourt l'île à la recherche des événements qui ont fait l'histoire maritime de la Réunion. Le naufrage du Warren Hastings est certainement le plus remarquable. On est sur un paysage qui est particulier, on est sur une marine, qui est la marine de Saint-Philippe. Alors avec une configuration géographique sous forme de langue de lave que les gens ici appellent des quais, souvent, qui s'avancent en l'air. Et une zone en fait qui, malgré sa vocation maritime, n'a pas de lumière, n'a pas de feu, etc. Il faut s'imaginer qu'on est vraiment dans un espace de nuit noire. En provenance d'Afrique du Sud, le vapeur de 4000 tonnes et de 110 mètres de long transporte 1262 passagers anglais, des militaires pour la majorité. Ils doivent se rendre à Bombay en Inde pour relever un contingent de soldats déjà en poste depuis plusieurs mois. En cette nuit de janvier 1897, des trompes d'eau s'abattent sur le navire. La visibilité est quasiment nulle. Et le bruit assourdissant de la pluie qui frappe la coque métallique du Warren Hastings masque le fracas des vagues, annonçant la côte rocheuse. Le commandant pense être à ce moment-là bien au sud de l'île de la Réunion. Le naufrage arrive à 2 h du matin. Le bateau va heurter, en fait, va venir vraiment s'encastrer en fait, sur les langues de terre, de lave qui s'avancent dans la mer. Ce qui va provoquer des voies d'eau, évidemment, mais ce qui va en même temps sauver le navire. En perdition sur un haut fond à quelques dizaines de mètres de la côte, le commandant ordonne de pousser les moteurs à fond, droit devant. Une manœuvre risquée, mais qui va permettre au Warren Hastings de venir s'encastrer sur la côte volcanique. Le bruit assourdissant réveille les habitants de Saint-Philippe qui se précipitent sur la grève. À leur arrivée, il n'y a pas un cri, pas même un appel de détresse. Les habitants de Saint-Philippe hurlent et agitent leurs lanternes. Soudain, un coup de clairon retentit enfin sur le navire. Il faut s'imaginer que l'avant est surélevé et en fait on a la possibilité soit de descendre des échelles de cordes, soit des cordes, soit d'ouvrir les écoutilles pour pouvoir passer en fait sur le niveau de la langue de terre du quai qui s'avance ici. En fait, ils ont qu'à suivre finalement le chemin qui est tracé par les quais pour arriver en fait jusqu'à la côte de l'autre côté. Donc c'est relativement, ça se passe plutôt dans de bonnes conditions parce qu'en fait tout est en place et puis on est sur quand même une troupe militaire, donc on a une organisation, une discipline qui aide aussi à ça et qui fait que voilà, cette configuration-là, la présence des quais fait qu'on peut finalement sauver pratiquement l'intégralité des passagers du bateau.
Un naufrage qui ne fera finalement que 2 morts. Pris de panique, les malheureux ont sauté à l'eau et se sont noyés. À 5 heures du matin, les rescapés auront tous débarqué, accueillis par les habitants de Saint-Philippe. Transportés jusqu'à la pointe des galets, les naufragés quitteront l'île de la Réunion à bord d'un autre vapeur, direction le Royaume-Uni. Aujourd'hui, l'épave du Warren Hastings repose par 15 mètres de fond, à quelques dizaines de mètres du rivage. De nombreuses pièces du navire sont encore là. Il faut dire que la plongée sur l'épave est dangereuse. Les courants y sont violents. L'imposante chaudière est toujours présente. Ainsi qu'une hélice qui laisse imaginer la taille du navire. Depuis les années 80, les habitants de Saint-Philippe, comme Raphaël, aident Laurent à récolter témoignages et objets de ce naufrage. Un travail long et difficile pour que l'histoire du Warren Hastings ne se perde pas. Et du coup, sous l'eau, il ne reste plus non plus d'éléments qui ont glissé, cassés. Il doit rester encore quelques hublots, mais qui sont tordus sous l'eau avec la mer. Donc ça. Et là, il n'y a pas le verre encore. Oui, il n'y a pas le verre encore. Donc avec un verre qui devait faire 3-4 cm d'épaisseur. Ça devait être un duo. Et les autres au-dessous étaient un peu plus faibles, les hublots du bas. Le hublot, il est intéressant comme pièce parce que du coup, il permet un rapport de proportion. Donc il donne un peu une échelle. Donc là, on est sur un point comme ça, donc on ramène à ça. Donc effectivement, c'est une masse de métal, mais tout en métal, quoi, hein, c'est-à-dire des hublots en cuivre au laiton et la coque en elle-même en fer, en acier. Donc c'est quelque chose qui est assez impressionnant d'un point de vue de la longueur, quoi. Ça renvoie vers des tailles qui sont assez impressionnantes en termes de structure pour un quartier comme Saint-Philippe aussi, qui n'a pas l'habitude de faire un bateau comme ça passer, quoi. À Saint-Philippe, comme à l'époque du Warren Hastings, les seuls bateaux que l'on continue de croiser sur l'eau sont des barques de pêcheurs. Il faut avoir le cœur bien accroché pour tenter sa chance sur cette côte sauvage. Ça, c'est le quotidien. C'est quand ils pêchent, ouais. Pour la plupart, pour les pêcheurs historiques, tout ça, c'est ça. C'est le sud sauvage. Ah, donc ça, on comprend le sens ici. Sauvage sur la terre, sauvage sur la mer. Voilà. C'est le forçat de la mer, quoi. Hein, c'est ça. Hein, c'est vraiment le. Déjà, bon, vous voyez, on ne peut pas embarquer non plus beaucoup de monde. Il faut 2 personnes, 3 maxi sur une barque. Et après, il y a une gestion collective. Donc du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça fait... on fonctionne encore avec des solidarités de village qui permet de mettre les bateaux à l'abri, etc. Voire les remonter plus loin quand la mer est mauvaise, quoi.
La mise à l'eau de l'embarcation est délicate. Il convient de savoir lire la houle et la vague qui casse sur la roche volcanique pour lancer la barque au bon moment. Habituellement, il faut 6 à 8 pêcheurs pour mettre un bateau à l'eau et plus d'une douzaine pour le sortir de l'eau. Les pêcheurs de Saint-Philippe ne prennent la mer que 80 jours par an environ, quand la météo est clémente. Car ici, la falaise de lave tombe 15 mètres plus bas dans une mer toujours déchaînée et blanche d'écume. Pendant que les hommes sont en mer, les femmes de Saint-Philippe travaillent le vacoa, un arbre aux racines aériennes qui a la particularité de pousser sur les coulées du volcan. Pandanus utilis, de son nom botanique, est en fait une plante endémique de l'île Bourbon. Elle protège les cultures côtières de la vigueur et de la salinité des embruns. C'est sur la promenade qui longe la côte que nous retrouvons Haïdé Orange et son groupe de tisseuses de vacoa. Alors les filles, on va passer dans le champ, on va récupérer les feuilles qu'on peut travailler. Ça craque, hein? Il n'y a pas beaucoup, hein? C'était plutôt sèche. Tu vas quoi là-bas? Là? Ouais. On nous ramasse les feuilles les plus rouges et les plus frais. On cherche aussi la longueur de la feuille, avec laquelle on peut faire un grand objet, et puis la couleur avec laquelle on peut mélanger. Hein? Là, ça a une couleur différente. Elle est plus petite, mais la couleur est différente. Elle est un petit peu plus claire ici et plus sombre ici. Avec ça, on va mélanger, on va faire des petits sets de table ou des gigognes ou bien des petits porte-monnaies. Ça donne une couleur assez importante dans le travail. On coupe le bout ici, parce que c'est dur, on ne peut pas travailler, et on coupe le bout ici. Là. Et ensuite, là, on enlève les épines. Là. On fait en lanière selon l'objet qu'on veut fabriquer. Hein. Si on veut fabriquer des petits, on fait en petite lanière. Et si on veut fabriquer des plus gros objets, on fait en grosse lanière. Ouais. Ça, c'est pour commencer le travail. Et après ça, assouplir, et puis après, on commence à travailler. Et vous pouvez tirer dans tous les sens, ça ne va pas casser. Voilà. C'est pour ça qu'on peut tirer dessus quand on travaille. Et puis, bon, elle est résistante. Gardienne du savoir-faire lointain des tresseuses du Sud sauvage, Haïdé redonne vie à la tradition et fabrique depuis plusieurs années maintenant paniers, sacs à dos, nattes et chapeaux, mais aussi les incontournables balles en vacoa pour vendre les litchis. Des objets pratiques, solides et écologiques. Maintenant, on ne donne plus les sacs plastiques dans les grandes surfaces. Et les gens, maintenant, ils se rabattent sur les sacs en vacoa, les tentes et tout ça pour aller au marché. Et c'est mieux. Comme ça, il n'y aura plus de sacs plastiques dans la nature. Ma maman, elle faisait. Mais elle ne m'a pas appris, parce qu'elle trouvait que ce n'était pas un travail vraiment pour apprendre les jeunes. Avant, c'était plus pour... comment on dit, pour avoir une petite monnaie de poche pour les fins de mois, pour les enfants. Mais moi, quand j'ai appris, je trouvais ça vraiment bien et voilà, je vais continuer. Il doit avoir un petit avenir quand même dans le vacoa. Ça promet bien. Vu l'étape où on était au début et ce qu'on est devenu actuellement, ça a bien évolué. Donc je pense qu'au fur et à mesure, dans le temps, ben ça peut rapprocher à quelque chose. Ou bien on fait des métiers pour les jeunes aussi. Voilà, il faut aller dans l'espoir de voir plus loin que rester sur vraiment de dire, bon, ben c'est comme nous, on faisait pour arrondir les fins de mois. Ben, il peut créer des ateliers, exporter, vendre en quantité, et puis avoir un salaire au bout. Et puis en faire le propre métier.
Haïdé a su, avec quelques femmes de Saint-Philippe, relancer l'artisanat à base de vacoa et ainsi créer une nouvelle activité pour les jeunes de la commune. Les pêcheurs, eux, et notamment les jeunes, ont dû s'exiler vers Sainte-Rose, là où les conditions de pêche sont plus faciles. À Saint-Philippe, il ne reste plus que les anciens. À monter un peu de poisson rouge, hein. Le meilleur poisson de Saint-Philippe, le meilleur poisson de l'île. Allez, serré. Voilà, c'est simple aussi. Ces anciens continuent tant bien que mal à perpétuer la tradition de la pêche. Ceux qui ont aidé à remonter la barque vont repartir avec quelques poissons. C'est pas facile, la vie est pas facile. On gagne pas sa vie là-dedans. Non. Surtout maintenant, comme c'est des barques plaisances, mais anciennement, comme c'était, il fallait payer le rôle et tout, il fallait déclarer votre barque et tout. Si on attrape le poisson comme ça une journée, on mange quoi là? Juste pour faire un carré. On ne gagne pas de l'argent, quoi. Ça, c'est un capucin et ça, c'est un cardinal. Et je vais les cailler, mettre dans mon congélateur. Oui, quand la même mauvaise. En hiver, quand il n'y a pas de poisson, j'ai mon carré à manger. Si les enfants y arrivent, ben, papa dit est-ce qu'il y a un petit carré? Oui, il y a un petit carré. C'est ça l'ambiance. Mais une question subsiste. Comment le Warren Hastings, un navire aussi moderne, avec un équipage aussi aguerri, a-t-il pu se perdre à ce point et s'échouer sur les quais de lave de Saint-Philippe? Le commandant, quelques heures avant le naufrage, avait écrit sur son livre de bord que tout avait commencé à se gâter pour son navire et ses passagers lorsque le compas magnétique du bord s'était mis à dysfonctionner. La nuit était encore claire et le vent n'était pas encore monté. Mais il est établi qu'en janvier 1897, une éruption était bien en cours sur le piton de la Fournaise, à quelques kilomètres du lieu du naufrage. Une telle activité sismique a-t-elle pu influencer le fonctionnement des appareils de navigation du Warren Hastings? Pour tenter de trouver une réponse à cette question, nous prenons la piste, direction le sommet du volcan en compagnie d'Aline Pelletier. Elle est vulcanologue et directrice de l'observatoire du Piton de la Fournaise. Depuis une dizaine d'années, elle observe et analyse les moindres soubresauts du volcan. Au début de l'observatoire, on avait un réseau de surveillance du champ magnétique sur le volcan, donc sur le cône terminal qu'on a ici. Et donc on a remarqué que pour les éruptions, on va dire classiques du Piton de la Fournaise, comme celle qui avait lieu lors du naufrage du bateau, on avait une petite perturbation effectivement du champ magnétique. Il faut savoir que cette perturbation était de l'ordre de 5 à 10 nanotesla, donc extrêmement faible sur un champ qui fait ici 35 000 nanotesla. Donc de là à savoir si ceci était suffisant pour perturber des appareils de navigation, là, on peut émettre un petit doute. Un doute qui persiste et qui ne sera jamais levé. Le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs au monde. Au cours des 10 dernières années, il est entré en éruption à une quinzaine de reprises. Et en moyenne, il explose tous les 8 mois depuis 1640. Pour surveiller son activité, Aline relève plusieurs types de données. La sismicité de la zone, la déformation du cône du volcan et les émanations de CO2.
On s'est rendu compte qu'avant les éruptions, on avait une chute de la concentration en CO2, puisque lors de sa remontée, le magma va dégazer. Et le CO2 est un magma qui dégaze à grande profondeur. Et lorsqu'il remonte, on va avoir une concentration qui va diminuer au cours du temps. Donc là, depuis quelques jours, on a une reprise de l'activité au niveau du volcan avec une sismicité et une déformation du volcan, un gonflement du volcan. Et donc là, on va tester, on va surveiller, voir si on a cette baisse de CO2 qui serait donc en accord avec les transferts qu'on voit actuellement avec les autres signes précurseurs. En d'autres termes, si le taux de CO2 baisse significativement, l'éruption est proche. Mais à la différence de la montagne Pelée sur l'île de la Martinique, le piton de la Fournaise ne présente pas de risque d'éruptions explosives. C'est un volcan de type hawaïen, avec des coulées de lave liquide spectaculaires. Depuis les premiers explorateurs, c'est-à-dire depuis la fin du XVIIIe siècle, donc il y a beaucoup d'expéditions qui ont été faites sur le volcan et qui ont reporté régulièrement donc, une activité plus ou moins continue sur le volcan. Et lorsqu'on regarde ces récits historiques et que l'on compare avec l'activité actuelle, on voit que c'est un volcan qui a toujours été très très actif, avec même des périodes d'activité permanentes, avec des lacs de lave qui ont duré pendant plusieurs années au sommet. En fait, on a plusieurs zones d'éruption. Donc, il y a bien sûr le cratère principal donc, au sommet. Et ça représente entre 20 et 30% des éruptions. Mais la plupart du temps, les éruptions ont lieu sur le flanc du cône terminal, à sa base, ou voire même plus loin. Donc, vous voyez ici tous les petits cônes récents qui sont sur ce qu'on appelle des rift zones, qui sont des axes principaux de faiblesse où le magma s'injecte et où le magma sort pour donner des éruptions. Sur le piton de la Fournaise, l'activité volcanique est partout. Parfois même là où on ne s'y attend pas. Nous avons rendez-vous sur le flanc est du volcan, avec Alain, Régis et Bulon. Ce ne sont pas des vulcanologues professionnels, mais ils étudient le volcan depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, ils ont décidé de descendre dans cette cheminée naturelle qui est apparue en 2007. Cette descente est une première. Jamais personne n'a réussi à en explorer le fond. 2 expéditions ont eu lieu, sans succès. Mais de toute façon, on va essayer de gagner un petit peu quand même. Comme ça, on va déplacer les frottements. Éventuellement, si tu veux, tu peux passer dans la ganse là pour. Non? Par contre, on peut peut-être fermer ça. Ouais. Ici, le plus dangereux, c'est bien sûr la roche qui est très abrasive. Et donc, il faut à tout prix protéger à tous les niveaux les cordes pour qu'ils puissent descendre en sécurité. Donc, dès qu'il y a un frottement, il faut mettre en place des systèmes de protection. Comme là, par exemple, on met un sac pour éviter justement les frottements. Mais dans le puits lui-même, il faut mettre des tapis ou des tuyaux, comme on a vu là, enfilés. C'est pour qu'il y ait une sécurité maximum. C'est très abrasif, les chaussures ne résistent pas longtemps. Si vous voulez quelques sorties déjà, regardez dans quel état c'est. Oh, c'est 4 à 5 paires de chaussures par an quand on marche sur ce genre de terrain.
La coulée de lave sur laquelle il se trouve est considérée comme l'éruption du siècle. En 2007, des flots de lave se sont déversés dans la mer pendant 1 mois sans discontinuer. Alain était déjà là pour tourner ces images. Large d'1,5 km et haute de plus de 60 mètres, cette coulée de lave a modifié la côte est de la Réunion. Plusieurs cheminées sont apparues comme celles qui intéressent aujourd'hui nos volcanologues. Jusqu'à présent, on sait qu'il y a eu 2 tentatives de descendre dans ce puits qui n'ont pas abouti puisque à l'époque le cratère était encore trop chaud. Là, donc, ça fait 10 ans maintenant que l'éruption a eu lieu et on voudrait descendre dans ce puits pour voir comment il est constitué. Nous, on a une espèce de recherche de sensations primaires, c'est celle de découvrir un site, d'être le premier à descendre dedans, un peu comme le ferait un aventurier. Ça, c'est sûr, c'est une sensation extraordinaire, quoi, hein. Il y a toujours une excitation. Une excitation, une appréhension, tous ces bons outils qui amènent à la vigilance, Oui, oui, bien sûr. Et puis bien sûr aussi l'espoir de découvrir quelque chose d'assez nouveau, peut-être qui amène une compréhension sur le fonctionnement de ce cratère, de ce piton. Donc oui, bien sûr. Voilà, mets-moi sec sur la sécu. Voilà, essaie de bien me sentir dans la sécu. À l'intérieur du tunnel, la température dépasse les 27 degrés. On a un orifice qui se dévoile, une espèce de voûte, et là, ça continue ici. Donc cet orifice probablement communique, probablement avec l'autre. Ça a l'air de vouloir repartir comme ça. Attention, attention, ça peut partir tout ça. Donc là, on est dans la zone voilà, qui tombe. Là, il y a des pans entiers qui demandent à tomber. Et ça, par contre, c'est très moyen. C'est très moyen. J'aime pas du tout. Quand on va percer plus bas, les vibrations risquent de chatouiller un petit peu la partie là, descendre ici, je sais pas s'il vaudrait mieux pas descendre là-bas, à l'autre bout. Pendant que Bulon et Régis tentent de trouver leur chemin dans ce dédale de cheminées, Alain, resté en surface, en profite pour explorer la zone du cratère. On en a vu plein d'éruptions, mais on ne s'en lasse jamais. Pour le Réunionnais, c'est la terre de ses origines, avant d'être l'origine de la terre, si on peut dire, puisque effectivement, on assiste au cours des éruptions à ce qui s'est passé quand la terre s'est formée. Et ce renouvellement de spectacle nous ramène effectivement aussi bien à nos origines personnelles qu'à l'origine de l'espèce humaine, on peut dire.
Les éruptions n'ont pas lieu seulement au sommet du piton de la fournaise. Elles peuvent sortir à n'importe quel endroit. La preuve, celle-ci, donc, qui se trouve à 600 mètres d'altitude. Et partout dans l'île, il peut y avoir encore des cratères qui pourraient sortir. On sait maintenant, sur des périodes géologiques, que ça peut se produire. Cela fait maintenant 4 heures que Régis et Bulon sont dans le puits. 4 heures d'effort dans la chaleur et l'humidité pour les conduire au fond du gouffre. Il faut passer là-bas. Donc là, on passera ici, dans cette goulotte, dans cette espèce de goulotte, pour descendre. Et puis en plus, le rappel, a priori, serait beaucoup plus aisé, plus facile. Mais arrivé en bout de corde, il faut se rendre à l'évidence. T'es trop près, t'es trop près, t'es trop près. Non, 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 reste pas là. Je vais mettre là. S'il y a... Regarde, c'est bon. Ok. Je ne ferai pas de bêtises. Le fond du cratère est encore loin. La descente s'arrête ici. Leur matériel n'est pas suffisant. On voit le soleil là-haut. Ok. 64 mètres de profondeur. Mais tu vas toucher le fond? Eh ben non. Pour toucher le fond, de toute façon, là, on dépasse les 100, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Punaise. Bon, t'es content? Oui, mais je suis là, je suis fatigué là. Hein. Ouais. Oh là là, les manips de corde là-dedans. C'est exceptionnel parce que ça dépasse un peu ce qu'on avait imaginé. C'est-à-dire, apparemment, ce serait le puits le plus profond qu'on ait jamais descendu à La Réunion. Maintenant, on va reprendre les choses à zéro, c'est-à-dire on va reconsidérer la façon d'aborder ce puits. Parce que d'après Bulon, pour lui, c'était réglé en 1 semaine. Ça fait 2 semaines qu'on est dessus maintenant. Et le matériel n'est pas suffisant donc, pour pouvoir atteindre le fond. Donc on va réfléchir vraiment à tout ce qu'il faut pour descendre. S'ils peuvent confirmer leur observation lors de prochaines descentes, il se pourrait que ce puits volcanique soit l'un des plus profonds au monde. Une découverte qui pourrait permettre aux scientifiques de développer encore plus leurs connaissances sur le fonctionnement du piton de la fournaise. La fréquence des éruptions renouvelle sans cesse la configuration du piton de la fournaise ainsi que de ses pentes et maintiennent les paysages dans une dominante minérale. Cependant, dès que les laves sont complètement refroidies, la végétation reprend ses droits. Et la forêt en partie basse n'a besoin que de quelques dizaines d'années pour reprendre possession du terrain. C'est bien de commencer par ce beau temps. Ouais, on a de la chance. Il paraît que ne pas avoir de chance, c'est une faute professionnelle, c'est ce qu'on m'a dit. Donc on a de la chance. Voilà, ce beau temps. En fait, la grotte de Mapou est en bas, tu vois, mais on ne la voit pas d'ici. C'est encore dans l'ombre. Ouais.
Nous retrouvons Alain, accompagné de Nicole, professeur de sciences à la retraite. Botaniste éclairée, elle accompagne régulièrement Alain sur les flancs du piton de la Fournaise. Et ici, pour trouver son chemin, la boussole ne sert à rien. Le nord est là, pas de souci. Ouais, Voilà. c'est bon. Là, ça fait presque 180 degrés. Donc effectivement, il y a des anomalies magnétiques. Voilà. Bon, Et comment ça, ne pas c'est- perdre le nord comme ça? C'est la roche qui enregistre un champ magnétique à cause des cristaux de magnétite que contient le basalte. Maintenant, je la descends. Alors, cette roche volcanique a-t-elle pu perturber les instruments du Warren Hastings? Et elle tourne de pratiquement 180 degrés. Elle indique pratiquement le sud. Hop, elle perd le nord. Les cristaux de magnétite, ce sont des petits aimants microscopiques qui sont orientés tous dans le même sens, c'est-à-dire qu'ils ont enregistré le champ magnétique qui existait à l'époque où la roche s'est figée. Donc c'est comme si on mettait la boussole à côté d'un aimant. Est-ce que ça peut perturber un bateau au large de la Réunion? C'est une question qu'on peut se poser. Il faudrait faire l'expérience d'ailleurs. Tiens. Tiens, on va jeter un coup d'œil sur la vallée. Donc le Pujan de Barré est là, tu vois. Je vois pas bien, c'est là où il y a comme un relief. Ouais. Et la grotte qu'on va visiter aujourd'hui est juste en dessous, en bas. Voilà. Tout à fait dans le fond de la rivière. Ouais. Pour descendre ça, il faut vraiment le faire. Alain a décidé d'emmener Nicole au fond de cette vallée. Lors d'une précédente expédition, il y a découvert dans un tunnel de lave souterrain vieux de plus de 2000 ans des organismes vivants encore mystérieux. Après plus d'1 heure de marche et 500 mètres de dénivelé, Alain et Nicole sont plongés au cœur de la forêt primaire réunionnaise. Bon, attends Alain, il y a un beau change écorce ici. Change écorce, alors c'est un arbre qui a été nommé par Commerson quand il est venu ici à La Réunion en 1770. Quand il est venu à La Réunion, il était le premier botaniste à mettre le pied sur l'île. Il a été obligé de demander des renseignements aux gens de l'île, soit les colons, soit les esclaves, pour demander les noms des plantes. Et ici, on lui a dit, c'est un change écorce. On comprend bien pourquoi. Mais avec l'accent créole, il a compris que c'était un sans écorce. Sans écorce. Oui, c'est comme ça qu'on dit en créole. Sans écorce. Et il l'a appelé Afloia. A, ça veut dire sans, floia, écorce en grec. On va aller faire un tour là-bas parce que j'aime bien la forêt par là. Si tu veux. Ouais, tu vas voir. Là, on est dans les gros mapous. Ouais. C'est pour ça que cet endroit s'appelle le Mapou. Je propose de descendre là. Alors, le mieux, c'est de tenir les trois comme ça. Ok, je me mets là. Comme ça, je te sers de paravent. Jusqu'à présent, c'est très facile. Maintenant, je viens sur l'arbre alors. Oui. Donc tu vois, on va passer sous une arche volcanique. Ah tiens, c'est solide. Oui. Déjà expérimenté. Personne ne vient ici. L'endroit est préservé.
Magnifique. Voilà, regarde ce tronc là. Tu vois, avec les fougères qui ont poussé dessus, cette belle fougère arborescente aussi, avec ces branches qui sont en train de se déployer comme ça. Très beau. Ici, on a une vraie forêt avec des arbres qui sont quand même de petite taille en général, parce que y a des cyclones ici régulièrement, et les arbres de grande taille eh bien, sont renversés par les cyclones. Donc ne reste que des arbres de plutôt petite taille. On est dans ce qu'on appelle une forêt de bois de couleur des hauts. Forêt de bois de couleur, ça veut dire quand on regarde la forêt de loin, les cimes des arbres sont de différentes couleurs, peut-être, ou alors ce sont les bois qui sont de différentes couleurs. Bon, c'est quelque chose qui est particulier à La Réunion. Forêt de bois de couleur, c'est un terme qui n'existe qu'ici. La forêt de bois de couleur est menacée par la pression de l'homme et par les nombreuses espèces invasives qu'il a introduites. Des pestes végétales, comme le goyavier ou la liane papillon, qui menacent par exemple cette espèce endémique et pionnière des coulées de lave du piton de la Fournaise. Tiens, un bois de rempart. On en cherchait un. Oui. Alors c'est une espèce pionnière. C'est la première à s'installer, c'est le premier arbre indigène qui s'installe sur les coulées de lave. Alors il a des petits fruits secs qui contiennent des graines minuscules qui sont transportées par le vent. Et elles vont réussir à germer, même s'il n'y a pas d'humus, elles vont réussir à germer sur une coulée de lave très récente. Sur la coulée 2007, il y a déjà des bois de rempart qui ont fleuri et fructifié. Mais on m'a dit que c'est toxique, ça. C'est très toxique. Une feuille tue un bœuf. Ben, et là, comment tu vas faire alors? Je vais me laver les mains. Ah bon. Au fond de la rivière des Remparts, nous atteignons le fameux tunnel de lave. Il n'est sur aucun guide touristique. La grotte n'est connue que par quelques initiés. Voilà. On va s'équiper ici. Hein. Oui, c'est sombre. Ouais. Mais bon, il faudra que nos yeux s'habituent à la lumière. Il faut marcher plutôt doucement, prendre son temps, poser ses pieds là où il faut. Ici, ça va mieux, c'est un peu sec. Ce tunnel de lave a été formé par une gigantesque éruption, alors que l'île de la Réunion n'était pas encore peuplée. Pour les vulcanologues, ce fut une éruption majeure. Alors fais bien attention où tu mets tes pieds. Oui, ça glisse. Hein. Ouais. Ça glisse et puis tous les blocs ne sont pas stabilisés. Regarde. T'as vu le volume ici? Ah oui. Voilà. Moi, je pense que la lave avait rempli entièrement le tunnel. Ouais. Et quand elle s'est évacuée, elle a continué à dégouliner du haut du tunnel. Ça a fait ses stalactites. Ouais, mais on va voir si on peut passer. Ok, on va passer là. On va passer là. Waouh! Ça, c'est joli. C'est très impressionnant. C'est exceptionnel même, c'est pas souvent qu'on voit ça. Oui, bon, on en voit des niveaux de stalactites intercalés comme ça. Oui, là il y en avait deux grosses. Hein. Ma première éruption, je l'ai vue à l'âge de 4 ans, c'est celle de 1961. Et donc j'étais avec mon grand-père qui me l'a montré. Et c'est un souvenir qui m'a marqué à jamais. Et quand on regarde ce que racontent les vulcanologues en général, hein, que ce soit Arum Taziev ou les Kraft, hein, Maurice et Katia Kraft, ils disent tous la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont vu une éruption dans leur jeune âge et que cela a déterminé leur vocation. Regarde, il y a même une plante qui a essayé de pousser. Ouais.
Un petit germe tout blanc parce qu'il n'a pas beaucoup de lumière, mais bon, il veut pousser, lui. Par contre, tu as vu, il y a des toiles d'araignée. Hein. Oui. Alors. Une araignée, mais il n'y a pas d'araignée, on voit rien. Elles sont minuscules, peut-être. Ah oui, c'est une araignée. C'est une araignée? Oui. Ou c'est une accumulation de proies? Je sais pas, regarde, on dirait qu'elle a des pattes. On dirait qu'elle a des pattes. À La Réunion, il a encore beaucoup de secrets. On ne connaît pas tout. De toute façon, on continue à faire des découvertes. Et là, dans les lieux où nous sommes, nous savons que nous n'avons pas encore tout exploré non plus. Et que si on prenait le temps, cela va nous réserver encore des surprises. Plus loin, Alain, lors d'une précédente exploration, avait découvert cette sorte de champignon. Un organisme vivant qu'il n'avait encore jamais vu. Regarde, hein. Il y a des petites concrétions intéressantes là aussi. Hein. Tu vois ces petites formes un peu comme de la dentelle. Si tu filmes ça en macro, c'est très joli. Ouais, effectivement. C'est assez dégoûtant, hein? Ah non, ça ne me dégoûte pas, moi. Non, non, c'est juste, voilà, ben, il faut savoir que c'est organique, quoi. C'est organique, alors est-ce que ce sont des champignons, des bactéries? Et je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est organique? C'est organique, oui, parce qu'une fois, j'en avais rapporté un échantillon à Paris, et quand je suis arrivée, il était pourri, il sentait mauvais. Donc c'est organique. Et j'avais essayé de mesurer quand j'étais au lycée la respiration. Oui. Et j'avais rien trouvé, ça ne respirait pas. Donc j'avais pensé que c'était minéral. Oui. Mais en fait, ça doit respirer très peu. Mais ça respire, c'est organique. Cette fois-ci, Alain immortalise ces concrétions de lave recouvertes de champignons pour tenter de percer leur secret. Voilà. Donc là, alors tu sais ce que tu vas faire, tu vas éclairer un peu vers le haut, comme ça. Je fais mon réglage ici. C'est magnifique déjà. Et puis c'est tellement mystérieux que ça nous rapproche quand même de choses essentielles. Je veux dire que la vie de tous les jours, c'est une vie qui a fabriqué de l'ordinaire, le quotidien. Ici c'est exceptionnel. Et donc venir ici, regarder des choses aussi belles, c'est redonner du sens aux choses, en quelque sorte. Ce volcan, il construit des choses en permanence, même si on a l'impression que parfois il en détruit aussi. Il détruit pour les hommes, c'est l'impression que l'on a, mais il construit aussi beaucoup de choses. Il a construit cette île entièrement. Le piton de la Fournaise, avec ses éruptions à répétition, a-t-il causé le naufrage du Warren Hastings? Le mystère demeure. Le volcan fascine toujours autant. Ses projections et ses coulées de lave sont de véritables spectacles de feu. Chaque éruption remodèle le paysage en faisant émerger de nouveaux pitons et de nouveaux cratères. Le volcan, comme l'appellent ici les Réunionnais, avec une majuscule, est une parenthèse à l'intérieur d'un autre monde. Celui de la Terre en pleine évolution.